faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, cultiver une certaine dose d'inconscience. Je me souviens d'articles dans la Voix du Nord disant le gouffre financier. J'ai ça d'articles. On a pu démarrer cette turbine tertiaire et que maintenant, 30 ans après, elle soit un des moteurs économiques de cette belle ville. C'est ce que l'on souhaitait. Oh, bonjour à tous les deux. Pouvez-vous vous présenter? Présente-toi, présidente. Eh bien, je suis un peu complexe, mais des passages, donc créateur d'entreprise scientifique, élu de la ville de Lille, PDG de Lille Grand Palais. T'es arrivé quand? Je suis arrivé en mars 95, donc 4 mois après l'ouverture. Donc Arnaud Delbar, saltimbanque. J'ai eu l'immense plaisir de participer à la fin de la construction de notre Zénith, qui a été assez épique, à l'inauguration. Et puis, j'ai, pendant 8 ou 9 ans, dirigé cette belle maison avant de partir à Paris pour prendre être PDG, nommé PDG de l'Olympia. Qui nous a bien fait pleurer, mais bon. Mais oui, et je suis parti très vite, tu te souviens? Oui, oui, oui. Ça vous fait quoi de revenir ici après tout ce temps? Ça me fait toujours un grand plaisir parce qu'en plus, on s'aperçoit que cette période, il y a maintenant 30 ans, que cette période a marqué, on a aidé à créer les fonds baptismaux de cet endroit incroyable qu'est l'île Grand Palais. On a vécu une époque, cette période d'ouverture un peu folle, avec aussi des controverses, et on pourra en parler, parce que c'était pas si simple que ça, le rôle de présidente, la présidente vous le dira. Mais oui, non, ça fait toujours un petit quelque chose, et de voir cette turbine tertiaire, cette magnifique turbine tertiaire tourner et être à son apogée après 30 ans. Eh bien, moi, j'ai évidemment beaucoup de plaisir à revenir, mais pas vraiment, même si j'ai fait mon petit tour habituel d'état des lieux, de regarder. Mais c'est de retrouver, parce qu'il nous reste quand même une bonne petite partie de l'équipe, et c'est cette chaleur-là qui me revient à chaque fois, de les voir, de voir qu'il y a le même enthousiasme, le même plaisir de se rencontrer, de se revoir et de se remémorer ces temps où tout était possible. D'ailleurs, il fallait tout créer, donc tout était possible. Quand on voit le film, pour moi, qui me fait à chaque fois un plaisir fou, le sens de la fête. C'était un problème avec les traiteurs, on en a eu, mais c'est avec tout le reste qu'on avait. On était tout le temps en train de subir tout ce qui n'avait pas été, voilà, comme tu dis, de mettre les derniers tours de vis sur les stands, surtout, et jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où, ouf, on ouvrait les portes, et évidemment, c'était top. Et même quand ça cafouillait, il y avait toujours les solutions, parce que l'équipe était fantastique, et je pense que celle qui est là, et qui nous a accueillis là tout à l'heure, elle est là, elle est sur ses fonds baptismaux, et c'est tant mieux. C'est vrai que c'est une histoire incroyable d'hommes et de femmes. Mais toi, quand tu es arrivé, c'était très compliqué. Je parlais tout à l'heure de controverses, etc. C'était très compliqué parce que la presse disait c'est une machine qui coûte trop cher, qui est pas belle, c'est des déficits. Il fallait remotiver tout le monde et puis faire une cellule vivante unique pour aller contre vents et marées et pour avancer. Et ça, tu as su le faire, et tu as su nous fédérer, nous les N, comme on dit maintenant, les N-1. Voilà. T'es lieutenant, on était zéro. Vous étiez ni N, ni rien, vous étiez là. On était tes lieutenants. Non, mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais comme je suis élu, Pierre Mauroy me dit Dorothée, voilà, Grand Palais, c'est ça votre délégation? Madame, vous dirigez. D'accord. Wow. Donc j'arrive ici, et puis il y avait une équipe qui est en place, ceux qui dirigeaient de l'époque, qui me dit Pénard, c'est très bien, tu vas pouvoir faire toutes les inaugurations, puis aller au spectacle, ça va être bien. Oh, je dis c'est sympa, il ne me l'a pas vendu comme ça, Pierre Mauroy, mais ça, c'est quand même une belle version. Mais je me suis dit, ça ne doit pas quand même être ça. Donc, on était déjà sur un petit malentendu au départ avec l'équipe en place, et qui, malheureusement, a été un peu douloureuse, mais il a bien fallu avancer, et c'est tout. Et malheureusement, le chiffre d'affaires qu'on nous proposait pour faire la première année avait été un peu surgonflé. Et je dis quand même, là, Arnaud, si tu es d'accord avec moi, merci à quelqu'un qui m'a vraiment permis rapidement d'être réactif sur
la dérive là, du business, on parle un peu business, là c'est moins fantaisiste, c'est Fabienne Duez. C'est vrai. Fabienne Duez, hein, qui était désignée par la SET, l'organisme qui contrôlait ces sociétés d'économie mixte, et qui tout de suite m'a dit, on ne va pas du tout le résultat qu'on a donné aux actionnaires. Hein. Donc là, il va falloir rapidement expliquer ça. On a réussi à remonter la pente et tout le monde s'est remonté les manches. Mais on pourrait faire des compliments sur beaucoup de collaborateurs. Toutes Arnaud, les équipes, ouais. On a eu une équipe fantastique. Moi, je reconnais que sans Arnaud, ça aurait été moins fun, même si des fois ça ne l'était pas tout le temps. Mais bon, on avait créé un cercle quand même où quand les choses, elles étaient un peu compliquées, et ben chacun avait la solution, quoi. On avait peur de rien. Peur de rien. Oui, Yeah. de rien. Rock'n'roll. 3 mots pour décrire la personne assise à côté de vous. Alors, un artiste empathique, sympathique, talentueux. Sincère, je le dis. Je dois dire que c'est la personne, dans la suite de ma carrière, qui a été la plus importante, qui m'a inculqué des valeurs que j'ai toujours et qui m'ont suivi pendant toute ma carrière. Voilà. Et c'est une femme extraordinaire, ouverte, à l'écoute, et ça c'est extrêmement important, et avec une empathie naturelle. En revanche, faut pas lui faire à l'envers. Et ça, pour moi, c'est une énorme qualité. Faut pas lui faire à l'envers. Vous avez travaillé ensemble pendant de nombreuses années. C'était comment? Alors, au fait, on a travaillé ensemble combien d'années? Moi, je suis partie en 2008 et toi en 2002, 6 ans avant moi. Ouais. Donc, on a travaillé, moi, je dirais 13 ans et toi 8 ans. 8 ans. Mais moi, j'ai fait 5 ans de plus, j'ai fait un peu de rab. On n'a aucun moment, sauf quand il m'a dit je m'en vais, là, je ne vais plus parler pendant 8 jours. Ouais. Mais sinon, ça s'est toujours très bien passé, puisqu'on on était voisins, nos 2 portes étaient toujours ouvertes et on échangeait tout. On a malheureusement pu échanger ensemble, rappelle-toi. Le 11 septembre. Voilà, exactement. On était tous les 2 dans notre bureau et là, on s'est retrouvés dans les bras quand on s'est dit, voilà, ce qui se passe. C'est le commencement d'une autre époque. Voilà, mais c'était bien, on échangeait des idées en permanence. Des fois, on trouvait que c'était un peu gonflé, d'autres risqués, trois, ok, on y va quand même. Donc, c'était créatif ensemble. Très créatif, chaleureux, créatif. Voilà, si on devait trouver 2 mots. Je dois dire que ce monde, alors tu dis un peu, c'est un peu un joke de la manière, parce que tu piges très très vite. Tu dis, moi, j'étais pas du tout dans le show business, j'étais pas du tout là-dedans, je viens d'un autre monde, etc. Oui, mais tu as très 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 vite compris comment ça fonctionnait. Et donc, c'était hyper confortable pour moi pendant toutes ces années, parce que quand j'avais un message à te passer ou que j'avais une idée un peu particulière, on parlait du fond, parce que sur la forme, tu avais parfaitement compris le pourquoi je voulais le faire ou le comment je voulais le faire. Et lorsque j'étais un peu sur une mauvaise route par rapport à un projet précis, tu savais trouver les mots pour me recadrer ou me canaliser. Je peux vous raconter ça, l'histoire du château Pétrus, parce que je l'ai pas là, mais elle est symbolique de comment fonctionne Dorothée et qui est Dorothée. Donc le Zénith est au top, il marche très très fort, je suis patron du Zénith, l'île Grand Palais va très bien, il fait beau, tout est merveilleux, et je fais un dîner avec le producteur d'Eddie Mitchell, Claude Wild, et pour finir, Eddie arrive la veille, et donc on se retrouve à 3, Claude Wild, Eddie Mitchell et moi, à dîner dans un grand restaurant lillois, et puis forcément la puissance invitante c'est moi, quoi. Et donc le dîner se passe, et puis Eddie prend un Pétrus, voilà. Donc moi je paye ma petite note, enfin ma grosse note. Et puis, 15 jours après, je fais mes frais mensuels, et donc je passe mes frais mensuels à Dorothée, qui épluche la note et qui m'appelle et qui me dit « ça, Arnaud, je ne le prends pas en compte ». C'était une somme assez importante pour l'époque. Et donc, elle a refusé de me payer, donc j'étais pas content du tout. Puis après, je me suis dit, tout compte fait, elle a raison, j'aurais dû m'imposer plus. J'aurais dû dire à Eddie, écoute, si tu prends du Pétrus, c'est pas le Zénith de Lille qui va le payer. Voilà comment c'était, mais c'était formidable. Comment devient-on présidente directrice générale de l'île Grand Palais et directeur du Zénithe de Lille? L'île Grand Palais, c'est une société d'économie mixte dont la ville est majoritaire. C'est une délégation que j'ai eue de la ville de Lille. Pierre Monroy ne me connaissait pas. D'ailleurs, je n'étais pas dans les circuits habituels politiques, nulle part d'ailleurs. Mais il savait que je dirigeais une entreprise de haute technologie. Et comme je suis élu, il dit « Oh, elle dirige une entreprise, elle va savoir diriger ce grand crin-crin là qu'on vient d'ouvrir ».
Donc, il me nomme présidente déléguée, puisqu'il était président lui-même. Et très vite, il me donne la présidence complète. On travaille, on fait du bon boulot, on cherche une nouvelle équipe pour remplacer celle qui était à l'origine. Puis après, j'ai plus le choix. Je dis, bon les gars, on se retrouve là avec toute l'équipe. Je vais être présente un peu plus avec vous et on va faire ça ensemble, si vous le voulez bien. Et donc, de ce fait, je prends la tête, donc non seulement présidente, directrice générale, il faut signer les contrats, il faut lancer les appels d'offres, il faut qu'il y ait une direction générale. Donc voilà, c'était pas prévu initialement, mais c'est sans regret et ça m'a permis évidemment d'échanger au plus haut niveau avec les équipes sur des projets de plus en plus forts et de plus en plus fous. Alors, comment devient-on directeur du Zénith de Lille? Alors moi, c'est une histoire de fou, parce que moi, je suis ma carrière musicien, etc., fils de Raoul de Godwarsveld, et puis je travaille beaucoup avec Michel Delebart pour les quartiers d'été, comme oui, disait Michel. Exactement, je me souviens. Pour pouvoir financer Lille Grand Palais, il fallait que le nouveau siècle, qui appartenait à la ville de Lille, soit vendu au conseil régional. Et ça s'est fait très vite et c'était indispensable pour le financement de ce Lille Grand Palais. Et donc, Michel Delebart m'appelle un soir et me dit « Viens prendre le petit déjeuner demain matin ». Alors, le petit déjeuner dans le bureau de Michel Delebart, c'était à 6h30. Donc, je vais prendre le petit déjeuner dans son... Et il me dit « Voilà, on doit racheter le nouveau siècle. Toi, tu es dans la musique, c'est toi qui vas t'en occuper. » Voilà, j'avais jamais dirigé de salle. Donc, pour vous la faire courte, je dirige le nouveau siècle au titre du conseil régional pendant 1 an et demi. Je négocie avec l'Orchestre national, on se rapproche très fort avec Jean-Claude Casatsu, avec Jacqueline Brochen, pour trouver les bonnes formules, ça marche très très bien. Et ce zénith doit se construire. La ville de Lille fait un appel à candidature dans Télérama, dans les journaux, pour trouver son directeur. Et puis un soir de spectacle, il y a une délégation de la ville de Lille qui vient, il est 23h30, 4 ou 5 élus, et qui me disent, on a passé une annonce pour trouver un directeur et t'as pas répondu. Je dis non, je réponds pas parce que ça va être très compliqué ce Zénith de Lille. Ce sera un autre qui va le faire. L'architecte, ça va être assez compliqué à mon avis. Donc un autre va diriger, puis moi j'arriverai peut-être après. Et ils me disent non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. On souhaite que ce soit toi. Comment se sont passés les premiers jours en tant que directeur du Zénith de Lille? Les premiers jours, ça a été un peu compliqué parce que l'équipe qui était présente ne souhaitait pas que je sois directeur en titre et donc au bord de Lille Grand Palais. Donc j'étais directeur d'exploitation du Zénith de Lille. Je vous ai dit, mes premiers jours ont été vraiment, enfin mes premiers mois, ont été sur la construction, sur terminer la construction de ce Zénith dans des conditions extrêmement compliquées puisqu'on était en fin de chantier, donc fin de budget. On était avec un architecte concepteur c'est un génie. Bayetto, tu parles Rem Koolhaas. Rem Koolhaas. Et donc on a terminé ce chantier. J'ai imposé la date du 26 novembre 1994 en signant les Easy Top pour cette date, avec le soutien et la bénédiction de Pierre Mauroy, la bienveillance de Pierre Mauroy. J'ai pu participer à ce chantier et en particulier lorsqu'on a été 4 mois avant l'ouverture, où Pierre Mauroy, j'étais allé le voir un soir grâce à Jean-Paul Bayetto et à son directeur de cabinet. Et il m'avait dit, le lendemain matin, il avait passé le message à Euralille en disant « Arnaud Delbart prend les décisions et elles sont applicables immédiatement ». Voilà, j'en reconnais bien. C'est comme ça qu'on a réussi à terminer ce chantier, bien que les équipes de ZZ Top, lorsqu'elles sont arrivées, et c'était 10 remorques et 4 bus et 120 personnes, on était encore en train de souder dans le grill. Et les mecs ne croyaient pas qu'on allait jouer, mais on a joué. Mais ça a été comme ça tout le temps. Ça a été comme ça tout le temps. On a soudé les stands, on a soudé le sens de la fête. C'était le sens de la fête. On a toujours tout fait comme ça. Alors, le premier défi, ça a été de rassurer, évidemment, la ville qui venait de construire la société, la SEM, et puis nos partenaires privés, que nous allions non seulement jouer notre rôle de turbine tertiaire, c'est-à-dire aller faire en sorte que nous ayons le maximum de tourisme d'affaires, d'ailleurs pour les restaurateurs, les hôteliers et les commerçants, mais aussi faire en sorte que les comptes, avec tout ce qu'on mettait en place, ne soient pas catastrophiques, en tout cas au début à l'équilibre, pour qu'on puisse faire la démonstration que c'était un bon pari, celui de Pierre Mauroy, qui a été un vrai soutien. Il a compris, il nous a aidés
parce qu'à un moment donné, quand il a fallu prendre des décisions douloureuses à mon arrivée, il a été là, il a soutenu. Donc en fait, on était très à l'aise avec ce soutien très fort, parce qu'il fallait prendre des décisions que peut-être, je me pose la question, si j'étais arrivée, non pas innocente, mais dans les circuits politiques, classiques, voilà, les réseaux qui avaient, à un moment donné, tous ces dirigeants qui étaient presque intouchables, bah, peut-être que j'aurais pas osé. Mais là, j'étais absolument naïve, innocente, et j'ai dit, bah, c'est comme ça qu'il faudra faire, sinon ça marchera pas. Alors, votre meilleur événement accueilli. Il y a tellement de belles histoires, celle que tu connais, qu'on a partagée et dont on s'est défendu, c'était le premier salon des notaires. Congrès des notaires, 2000. Premier congrès des notaires où on avait le périphérique et Luce Boulanger. Je cherchais l'organisatrice. Elle vient, elle dit mais non, je pourrais pas le faire parce que non mais l'entrée est trop moche. Mais non, mais tout ça c'est pas possible. On va aller voir Pierre Mauroy. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Pierre Mauroy dit bah je vous promets madame que nous allons mettre une pelouse. Il y aura plus, l'autoroute sera fermée et on va vous mettre une pelouse tout le long et des arbres. Elle le raconte à tout le monde, cette histoire-là, qu'on a pu faire pousser une pelouse et des arbres devant le Grand Palais. Et on avait organisé le dîner de clôture du Congrès des notaires. Donc vous imaginez, il y a 3000 notaires. Et là, Luce nous avait fait confiance. On avait fait une énorme fête flamande. Ah oui. Normalement, ce sont des dîners galas très codés, etc. Très protocolaires. Et là, on a tout explosé. Il y avait des ours, il y avait des géants. Il y avait le carnaval de Dunkerque. On peut dire aussi, quand on a eu ce grand moment où il y a eu en Asie cette vague gigantesque qui a détruit. Le tsunami. Et que l'on a fait, nous, une soirée. Avec Danny Boone, et Lynn Renaud. Et on fait une grande soirée grâce à eux. On a pu construire un bateau. On a pu construire un bateau avec le Caire. Donc on a, voilà, là aussi c'était aussi des et tous les artistes avaient répondu présent. Lynn était venue. On avait fait un chèque Danny, de 8 000 ou 10 000 euros, je sais plus. C'était beau. Ça payait un bateau pour un pêcheur, un gros bateau pour un pêcheur. Et je me souviens, il y avait Pascal Obispo qui était venu, qui avait fait un show extraordinaire, seul au piano, sur cette grande scène du Zénith. L'expérience la plus inattendue. Ah. Je ne sais pas si tu te rappelles, Arnaud, mais au Zénith, tu recevais la plus grande rencontre catholique européenne. Il y avait une messe au Zénith, mais qui était gigantesque. Mais comme la trimodalité, elle existe, ce que je n'avais pas fait attention, c'est que nous avions un beau panneau qui expliquait ce grand rendez-vous au Zénith et qu'on nous a collé dans la nuit une bâche qui partait de ce panneau-là jusqu'au bout. Salon d'érotisme. Salon d'érotisme avec une paire de fesses et des seins, magnifique. Tout compte, magnifique, qui était complètement collé à cette manifestation. Mon Philippe Crépel qui passe le soir, qui dit « Je ne sais pas qui est-ce qui a mis la bâche là, mais c'est quand même bizarre. » Donc je viens, je dis « Ah voilà. » Alors on va me dire que j'ai un côté un peu bégueule, mais on va lui rembourser sa bâche, et on va la démonter tout de suite et on va la mettre sur le côté, on va éviter la paire de fesses et ça sera quand même plus discret. Il faut aussi respecter nos partenaires et clients quand ils sont là. Ça n'a rien enlevé au salon Ortissimo. Ils ont peut-être même gagné des clients catholiques pour l'événement, mais il fallait le faire. Mais on avait bien rigolé. Mais Ortissimo, ça n'a pas perdu de clients, donc c'était très bien. Philippe et moi, on s'était bien gossé. Puis du coup, on était venus à la fois voir un peu à quoi était cette messe et en même temps, on avait été obligés d'aller au salon Ortissimo. C'est ça. Nous, on est des professionnels, on est pas. Jusqu'au bout. On reçoit Cipolla, salon des antiquaires, qui venait régulièrement chez nous. Il y a eu des antiquaires qui n'étaient pas satisfaits parce que probablement ils n'avaient pas été contactés par l'organisateur pour pouvoir venir exposer. Donc ils se sont manifestés, il y a eu une action juridique, ils ont porté plainte pour faire en sorte que ce salon ne se tienne pas. Or, on est à la veille de l'inauguration, tout le monde est en place, tous les cartons d'invitation sont là, les stands sont prêts, et je reçois à 18h, 19h, le papier officiel qui dit que le salon ne peut pas se tenir. Donc, je prends le papier, je le mets in my pocket, et je ne dis rien, et j'appelle le cabinet du maire, qui lui appelle la chambre de commerce. Il est 18h passé, et ils réussissent à se mettre d'accord pour qu'il y ait un référé d'urgence. Et le lendemain matin, à 7h, j'avais un petit mot, le papier, c'était libéré. On a pu inaugurer dans la journée. Pour moi, la situation la plus complexe à gérer, c'était
en 95, les législatives où la gauche, après la dissolution, la gauche reprend, non 97, pardon, je me rappelle très bien. tous les politiques faisaient à l'époque leur dernier meeting à Lille, toujours pour les présidentielles, c'était toujours le dernier meeting à Lille. Et donc là, le dernier meeting de Jospin se fait à Lille. On sent un truc. D'abord, il était à 20h à Paris au journal de TF1. Et donc, le temps qu'ils viennent, c'était en hélicoptère, je pense, il fallait meubler. Et là, j'ai vu un grand Pierre Mauroy qui est monté sur la tribune et qui a fait un discours fleuve pour gagner du temps. Et là, c'était sans un papier, sans rien. Le son des ouvriers qui coule au pied des machines, etc. Enfin, c'était fabuleux. C'était un tribun extraordinaire. Mais c'est pas pour ça. C'est que au fur et à mesure que le temps arrivait et que l'on attendait Jospin, les gens entraient. Et là, à un moment, je vois, on était avec les comptes fils, etc., qu'on est à beaucoup plus que 7000, qu'on est ensuite à beaucoup plus que 8000, qu'on est ensuite à beaucoup plus que 9000. Et là, je demande au préfet, au commissaire de police, toi tu étais là, et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vois, on se regarde tous, on va croiser les doigts, et ça s'est fait. Mais on était vraiment extrêmement limite. On était plus que limite. Mais on était souvent Mais plus souvent, quand je pense que, en tant que présidente de l'Île Grand Palais, j'étais responsable de ton bar aussi. Oui, de tout. C'était ta hantise. Ben oui, les gamins là, de 16 ans, est-ce que vous êtes majeur? Les premières soirées électro qu'on faisait, tu étais paniqué, tu m'appelais à 3h du matin, ça va, ça se passe bien? Oui, tout va bien. La limonade sauve le music-hall. C'est vrai, je l'entends toujours. Ça. Voilà. Alors, on dit que le public lillois est le meilleur public de France. C'était déjà le cas en 94. Personne ne peut imaginer le soir du 26 novembre 94 avec ZZ Top. J'avais pas un rond pour faire cette inauguration. Contrairement à tous les autres zéniths de France qui ont été inaugurés avec les villes qui mettaient de l'argent, avec l'orchestre symphonique, avec une soirée très protocolaire, etc. Moi, je ne voulais pas de ça. C'était très bien puisque j'avais pas de sous. On n'avait pas de sous. Donc, simplement, je me suis dit, quel groupe veulent les Lillois sur cette époque-là? Et c'était vraiment la pleine bourre de ZZ Top. En plus, les personnages. En plus, mon kiff à moi, c'était la rencontre entre ZZ Top et Pierre Mauroy. Oui, c'est le meilleur public. Et on le voit sur les festivals. On le voit sur ce zénith qui a cette forme toute particulière, qui a ce côté chaudron que n'ont pas forcément toutes les autres, un certain nombre de salles en France. C'est assez rare. Alors, que m'évoquent ces images? 7000 spectateurs, c'était complet pour entendre les ZZ Top et inaugurer ainsi le tout nouveau Zénith de Lille. Superbe. La sono bonne ou pas bonne? Très très bonne. Superbe. Au niveau matériel, au niveau son, il n'y a pas mieux. Assez impressionnante et puis le bruit s'est déménagé, c'est très très fort. Après ZZ Top viendront Charles Aznavour, Caroline. Patrick Dupont, entre autres. C'est un lieu que vous ne pourrez plus ignorer. Toute l'équipe est prête. Oh, C'est un peu chaud là. Le secours. C'est un peu chaud. Super. Bon, à part les cheveux et la queue de cheval, mais oh là là, c'était extraordinaire. Et puis ce show de ZZ Top, cette énorme machine, ce son surpuissant avec les 400 personnes qui étaient invitées, mais nous avions acheté les billets à la production. Et puis ensuite, après, cette rencontre backstage entre ZZ Top et Pierre Mauroy et moi qui explique à Billy Gibbons, que Pierre Mauroy est notre maire, qu'il a été Premier ministre, etc. Et Billy Gibbons, qui est un homme extrêmement fin, a discuté à un espèce de français avec Pierre Mauroy et Gilberte qui regardaient ces colosses barbus. Enfin voilà, c'était magnifique, un souvenir incroyable. Qu'avez-vous appris lors de votre passage ici? Quoi qu'il arrive, et j'en ai fait mon credo, cultiver une certaine dose d'inconscience et surtout de faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et j'ai aussi appris que, parce que lorsqu'on est arrivé, c'était très compliqué. La presse était vent debout contre ce projet de l'île Grand Palais qui perdait de l'argent, qui coûtait beaucoup d'argent à la ville. Et donc il y avait, je me souviens d'articles dans la Voix du Nord disant le gouffre financier. J'ai ça d'articles. Voilà, etc. Et puis de voir que avec les appuis, avec des moteurs comme toi. Puis des petits carburateurs comme nous, Philippe, moi, Charles. Arrête.
Jean Albert, on a pu démarrer cette turbine tertiaire et que maintenant, 30 ans après, elle soit un des moteurs économiques de cette belle ville. C'est ce que j'en souhaitais. C'est ce que tu souhaitais aussi. C'était le but. C'était le but. Moi, je pense exactement, ça rejoint ce que tu as dit, et quand j'ai dit je copie, moi, je pense que ça m'a appris que tout est possible, qu'il faut jamais douter, il faut y aller, il faut oser. La trouille qu'ont beaucoup ou d'établissements ou même d'entreprises pour des tas de raisons que je respecte, là, on ne l'avait pas. On savait que, OK, on y va. C'est vrai, ça ne s'est pas fait. Il y a peut-être un risque, mais on le prend et on y va. Il faut oser, qu'il ne reste rien n'a rien. Et le travail en équipe. Elle travaille en équipe. Tout seul, on n'est rien. Comment voyez-vous l'île Grand Palais Zénith de Lille dans 30 ans? Je le vois, cette trimodalité, c'était extrêmement novateur. Bon, d'abord, on n'avait pas le choix, c'était l'intelligence du projet, on n'avait pas le choix, compte tenu de l'emprise du terrain à l'époque qui était pas immense, et puis de tout mettre ensemble, la partie congrès, expo et spectacle, entertainment, effectivement, ça a été la grande idée. Et maintenant, sur le marché, et là, toi, tu vas pouvoir plus répondre, mais sur le marché de l'incentive et donc de l'expo et du congrès, je pense qu'il y a des belles années. Oui, il y a des belles années, on avait cru qu'à un moment donné, on ne bougerait plus, tous les moyens, le digital nous permettrait de moins nous déplacer. Or c'est faux, parce qu'on s'aperçoit justement que d'être tout seul face à son meilleur écran, devant ses grands radars, on a besoin à un moment donné de l'humain, on a besoin de toucher, on a besoin d'échanger. Donc finalement, ce n'est pas la fin des grandes rencontres. Et en fait, on peut s'interroger sur 30 ans, c'est loin. Quand on sait qu'on a du mal à avoir une vision honnête dans les 5 ans qui viennent, parce que le monde bouge, parce qu'on est dans la géopolitique compliquée, on espère pouvoir venir faire les 50 ans, tous les deux. Bon, on espère, donc, on y sera, évidemment. On y sera pour les 50 ans, mais oui. Et voilà, et ce sera probablement différent, avec un autre style, mais toujours fun, j'y crois, forcément. Donc, accrochez-vous, ça va continuer, ça va marcher. Alors, un souhait pour les 30 ans. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, je pense, et on en a tous furieusement besoin, c'est de faire une grande et belle fête. Et surtout, n'oubliez personne dans les équipes qui ont construit, qui ont conçu, qui se sont battus pour ce bâtiment. Et n'oubliez pas nos amis, des gens qui sont dans le besoin, je pense au Secours populaire, etc. Donc sur cette fête, sur cette période de fête, voilà, amusez-vous, amusons-nous et n'oubliez personne. Voilà. Non, tu as raison, je dis la même chose. On voudrait que tout le monde soit rassemblé, uni autour de cette réussite économique, musicale, intellectuelle. Mais voilà, donc un grand rendez-vous tous ensemble, culturel. Ensemble. Voilà. Donc le souhait pour les 30 ans, voilà, c'est partenaires ensemble, sans oublier personne. Merci, c'est très gentil. Longue vie à l'île Grand Palais aux Zénith. Voilà. Tout pareil. Comme Miss Tourne, la paix dans le monde.